Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 1er avril. L'Iran intensifie ses bombardements en 33e jour de la guerre au Moyen-Orient avec des frappes intenses, notamment au cœur des territoires occupés par l'entité sioniste. En pleine guerre, les Iraniens célèbrent la journée de la République islamique. Le président iranien Massoud Pezeshkian participe à un bain de foule pendant que Donald Trump est acculé par la rue. Fermeture du détroit d'Ormuz, bombardement dans le golfe arabique. L'Agence internationale de l'énergie prévoit une aggravation des perturbations de l'approvisionnement en pétrole en provenance du Moyen-Orient. En ce mois d'avril, l'Europe en serait la principale victime. Et puis l'Algérie intensifie son action diplomatique et multiplie les accords stratégiques avec ses partenaires européens. Bonsoir à tous. Au 33e jour de la guerre au Moyen-Orient, l'Iran a annoncé l'exécution de la 89e vague de l'opération Promesse Honnête 4 en ciblant des sites militaires américains et israéliens. Les gardiens de la révolution islamique ont affirmé avoir mené en coordination avec les fronts de la résistance des opérations vastes et combinées incluant le lancement de plus de 100 missiles lourds ainsi que 200 drones d'attaque lors de frappes simultanées ayant touché des objectifs militaires et des rassemblements des forces de l'entité sioniste en plein cœur des territoires occupés. Le ministre iranien des Affaires étrangères a reconnu avoir reçu des messages directs de l'envoyé américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, précisant que ces messages ne constituaient pas des négociations. Les échanges se poursuivent par les intermédiaires américains. Et M. Witkoff, comme auparavant, lorsqu'il m'adressait parfois des messages, m'en envoie désormais aussi directement. Comme je l'ai indiqué, il ne s'agit en aucun cas de négociation. C'est plutôt un échange de messages qui peut avoir lieu en temps de paix comme en temps de guerre. Et en pleine guerre, les Iraniens célébraient ce mercredi la journée de la République islamique. À cette occasion, le président iranien Massoud Pezeshkian et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi ont participé à des rassemblements à Téhéran où ils ont été salués par une foule nombreuse. Je suis moi aussi une goutte d'eau parmi ces gens, une parmi la foule. Je viens à la fois au milieu d'eux pour participer à ce mouvement et m'imprégner moi-même de son esprit. Et je prends véritablement plaisir à cette unité et à ce rassemblement populaire. On ne peut qu'admirer ces personnes qui, avec tant de motivation, d'enthousiasme et un moral d'acier, accomplissent de telles choses pour leur pays. Elles se sacrifient, protègent et persévèrent. Elles préservent la cohésion sociale. Et pendant que le président iranien prenait des bains de foule, son homologue américain était acculé par la rue à New York, Los Angeles ou encore Boston. Plus de 8 millions de manifestants ont dit non à la guerre prônée par Donald Trump. Iman Merad. Aux États-Unis, la rue gronde contre l'administration de Donald Trump. De grandes manifestations No Kings ont éclaté dans plusieurs villes pour dénoncer l'agression américano-sioniste au Moyen-Orient, qualifiée par les protestataires de guerre illégale. De New York à Los Angeles, des dizaines de milliers de manifestants ont battu le pavé dans les cortèges au même message, refus de l'escalade militaire et dénonciation d'une agression jugée contraire au droit international. Mon sentiment général est que je suis extrêmement triste, déçue. Je ne sais pas comment on est arrivé là. Ce n'est pas l'Amérique à laquelle je suis habituée. Je ne peux pas rester à la maison à regarder ça. Je dois participer et essayer de réparer les torts qui se produisent dans ce pays. Au cœur de la colère, les frappes américano-sionistes visant l'Iran dans un contexte régional déjà explosif. Pour de nombreux Américains, cette guerre ravive le spectre des interventions passées et alimente la crainte d'un conflit prolongé aux conséquences imprévisibles. Les slogans sont sans équivoque « Not in our name, stop the war ». Militants, pacifistes, étudiants, anciens combattants, une mobilisation qui traduit une fracture grandissante au sein de la société américaine.
Au-delà de la politique étrangère, ces manifestations cristallisent un malaise plus profond, dérive autoritaire du pouvoir américain, tensions sociales, défiance envers les institutions, autant de griffes qui convergent aujourd'hui dans la rue. Face à cette contestation, la Maison-Blanche reste ferme, défendant une stratégie sécuritaire jugée nécessaire, mais sur le terrain, la mobilisation s'installe et pourrait s'amplifier à mesure que la situation se dégrade au Moyen-Orient. Un front intérieur sous tension qui fragilise davantage une Amérique déjà divisée sur fond de guerre et de contestation croissante. Par ailleurs, et en ce qui concerne le détroit d'Ormuz, les gardiens de la révolution islamique ont affirmé ce mercredi que ce détroit stratégique resterait fermé aux ennemis du pays après que Donald Trump a déclaré qu'il n'envisagerait un cessez-le-feu avec l'Iran que s'il était ouvert. Le ministère de la Défense qatari a annoncé ce mercredi que le pays avait été la cible d'une attaque de 3 missiles de croisière en provenance d'Iran, soulignant que ces forces armées avaient réussi à intercepter et détruire 2 d'entre eux. Le troisième a touché le pétrolier Aquawan dans le golfe Persique que Doha affirme appartenir à Qatar Energy. Pour sa part, Téhéran a confirmé avoir frappé le pétrolier dans le golfe, assurant qu'il appartenait à l'entité sioniste. Et tous ces événements se répercutent lourdement sur l'économie mondiale et particulièrement sur les marchés énergétiques. L'Agence internationale de l'énergie a d'ailleurs prévu une aggravation des perturbations de l'approvisionnement en pétrole en provenance du Moyen-Orient et ce mois d'avril, affectant notamment l'Europe en raison de la baisse des approvisionnements liés à la fermeture du détroit d'Ormuz. Conséquence de la guerre déclenchée par les États-Unis et l'entité sioniste contre l'Iran, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord est à nouveau plongée dans une crise existentielle. Accusé de refuser son aide aux États-Unis en Iran, Donald Trump envisage désormais de retirer son pays de l'OTAN. Neylet Hamouda. Donald Trump frappe fort et menace de quitter l'OTAN, qu'il qualifie de tigre de papier. Cette perspective d'un retrait américain met les alliés européens sous pression et fragilise l'avenir de la sécurité transatlantique. Washington dénonce particulièrement le refus de plusieurs pays comme la France, l'Espagne et l'Italie d'autoriser le survol de leur territoire ou l'usage de bases américaines dans le cadre de la guerre en Moyen-Orient. Selon l'administration américaine, ce manque de coopération révèle un déficit de solidarité stratégique parmi les membres de l'OTAN. Le Premier ministre britannique Keir Starmer défend les actions de l'OTAN, tout en précisant que le Royaume-Uni ne s'engagerait pas dans un conflit qui ne le concerne pas directement. L'OTAN est l'alliance militaire la plus efficace que le monde n'ait jamais connue. Elle a assuré notre sécurité pendant des décennies et nous sommes pleinement engagés envers elle. Par ailleurs, quelles que soient les pressions exercées sur moi et sur d'autres, quelles que soient les critiques, j'agirai dans l'intérêt national britannique dans toutes mes décisions. C'est pourquoi j'ai été clair, ce n'est pas notre guerre et nous ne nous laisserons pas entraîner dans ce conflit. Mais je suis tout aussi clair, en matière de défense, de sécurité et d'avenir économique, nous devons renforcer nos liens avec l'Europe. De son côté, le porte-parole du gouvernement allemand a également réagi. Il a réaffirmé l'engagement de Berlin envers l'OTAN, en soulignant que l'Allemagne reste fidèle à ses obligations au sein de l'Alliance. Vous avez tout à fait raison de dire que ce n'est pas la première fois qu'il tient de tels propos sur l'OTAN, et comme il s'agit d'un phénomène récurrent, vous pouvez sans doute en juger vous-même les conséquences. Il ne m'appartient pas ici de commenter les propos du président américain. Je tiens simplement à affirmer, au nom du gouvernement allemand, que nous restons naturellement attachés à l'OTAN et que le fondement d'une alliance forte
de l'OTAN repose ici sur la volonté de chaque État membre de contribuer, comme l'a démontré l'Allemagne. Nous appelons tous les membres à honorer cet engagement. Selon les observateurs, l'éventuel retrait américain de l'OTAN constituerait un bouleversement majeur pour la sécurité européenne et mondiale. L'Alliance perdrait son principal contributeur militaire, poussant l'Europe à envisager une autonomie stratégique renforcée. Et les dissensions au sein même du Parti démocrate commencent à apparaître au grand jour aux États-Unis au sujet de l'engagement américain dans la guerre au Moyen-Orient. Insiste-t-on à une remise en question de l'alliance entre les États-Unis et l'entité sioniste? État des lieux avec Safouan Ben Sabri. Les États-Unis, alliés inconditionnels de l'entité sioniste, ce n'est plus une évidence au vu de l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Les soutiens d'hier au sein de la classe politique américaine ne sont plus unanimes. Au sein même du camp républicain, des critiques commencent à émerger. La guerre s'accorde mal avec le slogan « America First ». « Israel First » ironise certains adhérents républicains. Des responsables pointent du doigt le rôle de l'entité sioniste dans l'entrée en guerre américaine, révélant des tensions inédites dans la relation entre les États-Unis et l'entité sioniste. Ce scepticisme se reflète dans une défiance plus large des jeunes républicains envers les interventions aventurières américaines au Moyen-Orient, alimentées en partie par des figures conservatrices telles que Tucker Carlson. Ces allégations sur l'excessive influence de l'entité sioniste sur la politique extérieure américaine lui ont valu d'être accusé de promouvoir l'antisémitisme, ce qu'il a plusieurs fois nié. La guerre contre l'Iran, et notamment le rôle qu'y joue l'entité sioniste, est devenu l'un des principaux points de friction, notamment au sein du CPAC, Conservative Politic Action Conference, qui sert depuis des décennies de tribune aux politiciens républicains. Le malaise est plus large, il ne se limite pas au camp républicain, il touche le Parti démocrate. Certains candidats aux primaires démocrates ont pris leur distance avec l'EPAC, le puissant lobby pro-sioniste, sur fond d'inquiétude croissante face aux opérations militaires de l'entité. Le nouveau guide suprême iranien Mujtaba Khabanaei a fait l'éloge du Hezbollah libanais et a promis un soutien continu dans une déclaration écrite publiée ce mercredi sur les réseaux sociaux dans laquelle il a réitéré la détermination de la résistance face à l'agression américano-sioniste. Et l'entité sioniste poursuit également son agression contre le Liban. Entamé le 2 mars, les forces de l'entité sioniste ont mené une frappe aérienne tôt ce mercredi sur le quartier de Dahia, dans la partie sud de la capitale Beyrouth. Plus tôt dans la nuit, les forces de l'entité sioniste ont également ciblé les véhicules dans la zone de Djnah ad-Daya. Par ailleurs, le ministère libanais de la Santé a annoncé ce mercredi que des frappes sionistes avaient fait 7 martyrs au total, 5 dans Beyrouth et 2 au sud de la capitale libanaise. Le bilan des victimes de l'agression sioniste contre le Liban s'élève désormais à 1247 martyrs et 3680 blessés depuis le 2 mars dernier. Pendant ce temps, l'entité sioniste poursuit son agression, voire multiplie ses exactions contre le peuple palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. L'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie, Fayez Abou Aïta, a d'ailleurs dénoncé ce mercredi l'adoption récente par l'entité sioniste de la loi instaurant la peine de mort pour les prisonniers palestiniens pendant que le monde regarde ailleurs. Le peuple palestinien paye le prix fort des bouleversements mondiaux. Profitant du fait que l'attention internationale est focalisée sur les conflits actuels au Moyen-Orient, le gouvernement d'extrême droite israélien multiplie les violations des droits des Palestiniens. Dans ce contexte, l'adoption d'une loi visant à exécuter des prisonniers palestiniens représente une menace réelle pour les milliers de détenus croupissant dans les geôles de l'occupation. Parallèlement, la fermeture de la mosquée Al-Aqsa, les incursions répétées en Cisjordanie
la judaïsation forcée et la saisie des terres, ainsi que la poursuite de ce qui est dénoncé comme un génocide, constituent autant de crimes commis par l'occupant à l'abri des regards et dans l'indifférence relative de la communauté internationale. Et après le nouveau pas franchi par l'entité sioniste vers l'apartheid en adoptant cette loi instaurant la peine de mort pour les prisonniers palestiniens, le monde continue de manifester son indignation. En Cisjordanie occupée, une grève générale a été observée dans plusieurs gouvernorats. Asma Laïd. Une grève générale a été observée ce mercredi dans les gouvernorats de Cisjordanie occupés en Palestine pour protester contre l'adoption par l'entité sioniste d'une loi instaurant la peine de mort pour les prisonniers palestiniens. L'appel à la grève a été lancé par plusieurs mouvements et autres forces nationales en Palestine. Nous appelons les citoyens à l'étranger à descendre dans la rue, à se battre, à condamner, à protester, ce qui est primordial afin que les pays européens défenseurs des droits humains comprennent que le peuple palestinien revendique ses droits fondamentaux envers nos courageux prisonniers. Selon les Palestiniens, cette loi criminelle ne brisera pas la volonté du peuple palestinien ni le moral des prisonniers, mais elle le rendra plus déterminé à continuer la lutte pour leur liberté et leurs droits légitimes. Aujourd'hui, une grève générale a lieu en Cisjordanie contre la position de l'entité sioniste sur l'exécution des prisonniers palestiniens. Nous nous opposons à tout meurtre, mauvais traitement ou exécution d'êtres humains. Nous exigeons notre liberté et celle de notre peuple, la victoire de notre cause. Nous appelons la communauté internationale, la communauté humanitaire, les organisations de défense des droits humains et toute l'humanité à se tenir aux côtés du peuple palestinien, de la cause palestinienne et de la cause humanitaire dans le monde entier. Il est à noter que dans un communiqué relayé par des médias, le mouvement palestinien Fatah, l'un des initiateurs de la grève, a indiqué que l'appel à la grève générale a pour objectif de fédérer les Palestiniens et de solliciter l'aide arabe et internationale pour obtenir l'abrogation de cette loi et demander des comptes à l'occupation pour ces crimes continus contre le peuple palestinien. Il a ajouté que cette loi pénale ne brisera ni la volonté du peuple palestinien, ni la détermination des prisonniers, mais renforcera, au contraire, leur détermination à poursuivre la lutte pour leur liberté et leurs droits légitimes. Et dans ce contexte, le ministre algérien de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Serioud, a mis en avant ce mercredi l'engagement de l'Algérie à poursuivre ses efforts inlassables en faveur du renforcement de l'action arabe commune et à contribuer aux différentes initiatives visant à consolider la sécurité et la stabilité. C'était lors de sa participation par visioconférence à la 43e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Coopération algéro-serbe, le Premier ministre serbe Đuro Mačut a quitté Alger ce mercredi au terme d'une visite de travail de 2 jours, lors de laquelle il a été reçu notamment par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Cette visite a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords dans divers secteurs. Avant de quitter Alger, Đuro Mačut a visité Jemaa el-Jazaïr où des explications exhaustives lui ont été fournies sur cet édifice religieux et culturel. Et l'Algérie intensifie son action diplomatique et multiplie les accords stratégiques avec des partenaires, notamment européens. Cette dynamique conforte son statut de partenaire fiable et de pôle de coopération majeur pour le vieux continent. Mohamed Wali Ben Chaban. La diplomatie algérienne connaît une accélération sans précédent en multipliant les accords de coopération avec des partenaires européens de premier plan comme l'Italie et l'Espagne et en scellant une alliance stratégique renforcée avec la Serbie. Alger s'impose plus que jamais comme un partenaire stratégique pour ses clients du vieux continent. La réactivation officielle du traité d'amitié, de coopération et de bon voisinage avec l'Espagne marque la fin d'une période de tension. Elle ouvre la voie à une reprise massive des échanges commerciaux qui ont déjà atteint un record de plus de 8 milliards d'euros en 2025.
Parallèlement, la relation avec l'Italie continue de servir de modèle. Sous l'impulsion du plan Enrico De Mattier, Rome et Alger ont récemment signé plusieurs accords de partenariat consolidant leur interconnexion énergétique et industrielle, tout en faisant de l'Algérie le premier fournisseur de gaz de l'Italie. C'est dans ce contexte de dynamisme global que s'inscrit la visite de travail du Premier ministre serbe à Alger. Cette rencontre a été le théâtre de la signature de plusieurs accords de coopération stratégique, marquant une volonté commune de passer de la fraternité historique et l'excellence économique. Le Premier ministre serbe a tenu à rappeler que les racines de cette relation remontent à la révolution algérienne, un socle mémoriel qui sert aujourd'hui de tremplin pour une coopération moderne dans les domaines des finances, de l'agriculture, de la poste et du tourisme. Au-delà de l'aspect bilatéral, Alger et Belgrade ont réaffirmé une convergence de vue totale sur les grands dossiers internationaux, respect de la souveraineté des États, attachement indéfectible à la légalité internationale, soutien aux résolutions des Nations Unies. Cette séquence diplomatique intense démontre que l'Algérie, forte de sa stabilité et de ses ressources, est décidée à construire un avenir commun tourné vers le développement avec ses partenaires de la rive nord de la Méditerranée et de l'Europe centrale. Allez, sans transition, parlons sport, football. Ça y est, on connaît toutes les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La RDC, l'Irak ont validé en dernier leur ticket. Retrouvez l'ensemble des derniers qualifiés avec Faisal Salah. Les 48 équipes qualifiées à la Coupe du Monde 2026 co-organisées par les États-Unis, le Canada et le Mexique sont désormais connues. 6 nations ont validé leur billet ce mardi 31 mars 2026. Le football africain est aux anges. Le continent sera représenté par 10 sélections au mondial américain. Le Congo de Sébastien Desabre a fait le boulot. Après 52 ans d'absence de l'événement planétaire, les Léopards sont de retour. Les coéquipiers de Cédric Bakambu ont arraché le billet en s'imposant en finale des barrages intercontinentaux face à la Jamaïque 1-0. L'homme de la victoire, Axel, a inscrit le but de la qualification à la 10e minute des prolongations. Et on voit tout un peuple défiler à Kinshasa, permettant au Congo de rejoindre le Portugal, l'Ouzbékistan et la Colombie dans le groupe F du mondial. Les barrages d'Europe ont connu des surprises. L'Italie de Gattuso est dans le noir, dans les ténèbres. Les quadruples champions du monde ne joueront pas la Coupe du Monde 2026. C'est le 3e échec consécutif. Le football italien sombre, battu 4-1 au tir au but par la Bosnie-Herzégovine après un nul d'un but partout à Zenica, match marqué par l'expulsion d'Alessandro Bastoni à la 41e minute. Les coéquipiers d'Eden Dzeko ont savouré et célébré leur 2e participation à la Coupe du Monde, 12 ans après la première. Dans leur chant, on entend « Je viens de Bosnie, emmenez-moi en Amérique ». La Bosnie-Herzégovine est dans le groupe B de la Coupe du Monde avec le Canada, pays hôte, le Qatar et la Suisse. Le seul Italien heureux de la soirée, Vincenzo Montella, qui a réussi à qualifier la Turquie pour sa 3e Coupe du Monde de son histoire, la première depuis 2002. En battant le Kosovo 1-0. Les Turcs seront placés dans le groupe D avec les États-Unis, le Paraguay et l'Australie. La République tchèque a mis fin à 20 ans d'absence et signe son grand retour à la Coupe du Monde. Les coéquipiers de Patrick Schick ont battu le Danemark au tir au but. Le match s'est soldé sur un score de 2 buts partout après prolongation. Les Tchèques affronteront le Mexique, pays hôte, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud dans le groupe A. Pas de Coupe du Monde pour Robert Lewandowski et la Pologne. C'est la Suède qui remporte la bataille 3-2. L'attaquant d'Arsenal Victor Gyökeres marque le but de la victoire et de la qualification à la 88e minute. La Suède sera aux côtés des Pays-Bas, du Japon et de la Tunisie dans le groupe F. L'Irak est devenu mardi la 48e et dernière équipe qualifiée pour la Coupe du Monde en battant la Bolivie 2-1. D'ailleurs, c'est sur le sol mexicain, il y a 40 ans, que l'Irak a foulé pour la dernière fois la plus grande scène du football. Et c'est sur ce même sol qu'il a décroché son retour à la Coupe du Monde lors du match barrage au Mexique.
Le but de la victoire était inscrit par Ayman Hussein. L'Irak jouera dans le groupe E aux côtés de la France, du Sénégal et de la Norvège. Le tableau des 48 équipes est au complet à 71 jours du coup d'envoi de la 23e édition de la Coupe du Monde 2026. Et voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous.